Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Zongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous allons faire un mini zooming sur les conventions fiscales et douanières signées entre le Congo et les majors. Les majors, c'est-à-dire les sociétés pétrolières qui opèrent dans notre pays, qu'il s'agisse d'Agip à l'époque, une société italienne, ou de Elf Aquitaine ou Elf tout court, devenue Total, une société française. Et ces conventions fiscales et douanières ont été signées en 1968. Nous avons bien voulu poser la question au ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, qui était de passage à la quinzaine gouvernementale. On sait très bien que le ministre Itoie est nanti d'une forte expertise en matière d'hydrocarbures. Non seulement il a été l'ancien président, directeur général de la plus puissante SNPC, c'est-à-dire Société nationale des pétroles, avant de devenir justement ministre des hydrocarbures. C'est quand même une exégète en matière d'économie pétrolière qui a bien voulu répondre à notre question. Suivez. On sait très bien que le Congo a eu à signer en 1968 une convention fiscale et douanière accordée aux majors. Tenant compte aujourd'hui du fait qu'on n'est pas quand même dans la même dimension démographique, encore plus sur les mêmes besoins en termes de développement de notre pays, est-ce qu'il n'est pas temps de camper sur une réflexion qui viserait justement à revoir ces conventions douanières et fiscales qui font perdre à l'État d'importantes sommes d'argent, surtout en ces temps d'assèchement financier? Vous êtes mieux placé, monsieur le ministre, parce que vous-même, vous avez été à un moment donné à la manœuvre au niveau de la SNPC. Il y a deux sociétés qui bénéficiaient de conventions en 1968. Elf et Agip à l'époque. Sous le magistère de mon prédécesseur, le ministre Jean-Baptiste Tchikaya, le Congo les a abolis. C'était un grand combat et des menaces de mort. C'est avant que j'arrive. Donc j'ai aucun bénéfice d'en parler. J'ai assisté à ça en tant que membre du gouvernement. Ça a été très très difficile, mais nous l'avons fait. Nous avons aboli ces deux conventions qui garantissaient des avantages jugés exorbitants et iniques, puisqu'ils étaient les seuls à en bénéficier. Ça n'avait pas de sens. Et nous avons donc remplacé ça par le biais de 30 avenants. 30 avenants qui ont été discutés avant que je n'arrive, qui ont été finalisés par mes équipes et moi, présentés au gouvernement puis au Parlement, par lesquels il y a désormais un équilibre entre une part de fiscalité de droit commun qui s'applique désormais aux compagnies pétrolières, toutes, et quelques exonérations que nous avons quand même accepté de laisser pour continuer à rendre le secteur attractif, parce qu'on veut attirer les investisseurs. Pour attirer les investisseurs, il faut être meilleur que tous les autres pays. Il y en a 54 ou 53 en Afrique. Vous voulez qu'un investisseur vienne chez vous, il faut que vous soyez meilleur que tous les autres qui ont du pétrole, comme vous. Donc il faut bien quelques éléments d'attractivité, et ça, c'est sur la base de la fiscalité qu'on introduit, des incentives, comme on dit en anglais. Mais c'est pas nouveau, ce n'est pas qu'au pétrole. Quand un investisseur vient au Congo, il peut aller voir le ministère du Plan, chargé des investissements, le ministère des Finances, et auprès du comité monétaire et financier, peut obtenir une convention d'établissement, grâce à laquelle on lui concède un certain nombre de mesures d'exception pour garantir l'investissement. Du genre, pendant 2 ans, il ne paye pas d'impôts. Donc, nous, on ne fait rien de différent dans le pétrole. Il y a encore quelques exonérations, mais il y a beaucoup de droits communs qui sont introduits. Tout à fait, il y a eu abrogation de la convention fiscale et douanière de 1968, puisqu'elle a été abrogée par la loi numéro 44 du 30 décembre 2019. Ce qui a été fait, et je voudrais justement rappeler à toute fin utile que le Congo a signé 6 conventions fiscales avec notamment la France, l'Italie, l'île Maurice, l'Angola, la Turquie, la Chine, mais aussi avec les pays de la CEMAC dans le cadre de la vie communautaire, c'est-à-dire les 5 autres États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, que sont donc le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Et si donc
Il est vrai, comme l'a certifié le ministre, et nous avons justement pu vérifier, hein, d'après nos sources, effectivement, cette abrogation est intervenue en 2019. Mais seulement, ce que le ministre n'a pas voulu dire, c'est que ces conventions fiscales et douanières ont été remplacées par des conventions signées entre le Congo et la France, d'une part, mais aussi entre le Congo et l'Italie, d'autre part. Ce qui fait que justement, les sociétés pétrolières ou alors les majors, pour rester dans le langage technique, profitent de ces conventions signées avec leurs pays respectifs pour justement être exonérés d'un certain nombre de types de, d'impôts. Et cela fait perdre beaucoup d'argent au Congo. C'est vrai que le ministre avance l'idée d'une attractivité à travers l'achat des investissements, on le sait, c'est un mécanisme qui permet à ceux qui veulent justement investir dans notre pays, notamment dans le cadre des investissements directs étrangers, de bénéficier d'une certaine attractivité. Mais en ce qui concerne le secteur pétrolier, il faut le reconnaître, c'est un secteur qui souvent fonce même dans les moments ou sur des terrains qui sont parfois les plus hostiles. Je vais donner un exemple. Au Nigeria, vous avez entendu parler du delta du Niger, c'est-à-dire ce groupe de gangsters ou alors de terroristes qui écument la zone, rendant difficile l'attraction, rendant difficile même l'exploitation du pétrole, mais cela n'empêche pas au major qu'il s'agisse des sociétés américaines, françaises, italiennes et même hollandaises d'y opérer. C'est la même chose lorsqu'il s'est agi, par exemple, de la guerre en Irak. Vous savez très bien que c'était une guerre à terre chercheuse, puisque il fallait absolument faire ma base sur le brut irakien. Donc, lorsqu'il faut parler d'attractivité dans le secteur pétrolier, je pense qu'il faut nuancer avec les autres investissements directs étrangers dans des secteurs hors pétrole. Et les sociétés pétrolières qui justement opèrent dans notre pays savent très bien qu'il y a une disposition qui leur permet d'être exonérés des impôts. Par exemple, l'impôt sur les sociétés, c'est payé en nature. C'est-à-dire que nous avons une convention qui justement met en lumière ou alors met en exergue le contrat de partage de production. Le Congo reçoit sa part de production via la Société nationale des pétroles du Congo. Et c'est comme cela que dans le cadre de ce contrat de partage de production, ces sociétés réussissent donc de se faire exonérer de l'impôt sur les sociétés, donc en se faisant payer en nature. Et autre chose, lorsqu'on se fait payer en nature, souvent le prix n'est pas vraiment du marché international. Là, on a parfois un prix qui est minoré. Et donc, il peut être minoré au point que nous soyons donc appelés à livrer plus de cargaisons de pétrole au prorata de ce que représente notre impôt sur les sociétés. Autre chose, ces sociétés, par exemple, c'est une enquête que nous avons menée, hein, par exemple, une société comme Eni, sait très bien que un travailleur ne doit pas excéder 183 jours dans notre pays, parce que s'il excède 183 jours, alors il doit payer les impôts. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quelques travailleurs viennent, font un système rotatif, quelques 2 mois et demi, avant de repartir et de revenir. Et vous savez très bien que c'est à partir de votre entrée sur le territoire national qu'on commence à faire le décompte du nombre de jours. Donc, ce sont des choses qui font quand même, il faut le reconnaître, perdre au Congo beaucoup d'argent à travers ces conventions, puisque les sociétés comme Total et comme Eni Congo s'agrippe justement sur les conventions fiscales signées entre le Congo et l'Italie d'une part, mais aussi et de la France d'autre part. À travers cet ouvrage tout à fait intéressant que je recommande, sans faire de publicité bien sûr, aux décideurs, à ceux qui sont à la manœuvre dans le cadre de la fiscalité pétrolière, ou alors les décideurs au niveau des finances, et même pourquoi pas ceux qui sont justement
au niveau des hydrocarbures. Je recommande ce livre qui a été écrit par un compatriote, un fiscaliste, économiste fiscaliste, Chris Beni Mbongokolo, un chef-d'œuvre parce qu'à travers son ouvrage, on y apprend vraiment beaucoup de choses et on se rend justement compte qu'il y a beaucoup d'impôts que ces sociétés ne payent pas au nom justement de la convention fiscale signée entre le Congo et leur pays. Tenez par exemple, je vais vous donner une liste tout à fait qui est sous mes yeux. Il y a la taxe sur les salaires que les travailleurs de ces sociétés ne payent pas. Tenant compte de ce que je viens de vous dire, hein, ils ont un délai de 183 jours pour résider dans notre pays et il arrive que les gens soient toujours dans des mouvements rotatifs. Est-ce que nous suivons ça à travers nos services d'immigration, à travers l'administration du travail? C'est des choses qui méritent, n'est-ce pas, d'être mises au goût du jour dans ce contexte d'assèchement financier. Vous avez en deuxième position l'IRPP, dont ne s'acquittent pas justement les travailleurs de ces compagnies, de ces majors, c'est-à-dire que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous avez l'impôt complémentaire qui est mis en troisième position, c'est-à-dire que ces sociétés justement ne payent pas cet impôt. En quatrième position, vous avez l'impôt sur les sociétés. En cinquième position, vous avez la taxe spéciale sur les sociétés. En sixième position, vous avez l'IRMVM, qui n'est donc pas aussi payé par ces sociétés. En septième position, vous avez la taxe sur les loyers. En huitième position, vous avez l'impôt sur les bons de caisse. En neuvième position, vous avez les droits d'enregistrement et du timbre. Et last but not least, vous avez en dixième position les retenues à la source et avances décomptées sur les impôts visés ci-dessus. Voilà donc ce qu'on découvre à travers ce travail de recherche qui a été quand même mené par un économiste fiscaliste qui a eu la gentillesse de bien vouloir me faire parvenir son ouvrage. Je le remercie au passage, je ne le connais pas, mais c'est vraiment plein de richesses, peut-être parce qu'il est congolais, que beaucoup d'autorités n'ont pas encore pu acquérir cet ouvrage qui vous renseigne justement sur le Congo et les conventions fiscales, comprend les enjeux nationaux et internationaux. C'est ce que nous avons découvert dans cet ouvrage. Donc, il est aujourd'hui question, en ce qui concerne notre pays, surtout en ces temps d'assèchement financier, parce que je rappelle que la convention fiscale a été justement remodelée en 2013. Nous sommes en 2025. En 2013, oui, l'économie se portait quand même plus ou moins bien. On n'était pas encore dans une situation de sinistrose. On n'avait pas le même état de besoin au niveau national. On n'avait pas le même assèchement financier que nous vivons aujourd'hui et on n'avait pas forcément la même population. Donc, je pense qu'il faut remettre la balle au centre, remettre au goût du jour ces conventions fiscales derrière lesquelles s'agrippent des majors au nom de leur pays en disant de toute façon, si on n'a plus de convention fiscale avec l'État directement, mais on peut se servir des conventions fiscales signées par notre pays avec le Congo, ce qui fait perdre beaucoup d'argent à l'État congolais. Il est vraiment question pour moi de ne pas, je ne donne pas l'impression d'être xénophobe ou d'être contre les investissements directs étrangers, mais c'est vraiment, comme on dit, payer le juste impôt en ces temps de crise. Est-ce que aussi les majors ne récupèrent-ils pas ce qu'ils ont n'ont pas accepté de gaieté de cœur, notamment les contrats de partage de production? Est-ce que donc ils ne récupèrent pas cela à travers les mécanismes de convention fiscale auxquels je viens de faire allusion? La question mérite d'être posée parce qu'il y a aussi un problème d'expertise dans notre pays, il faut le reconnaître. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoa lui-même le reconnaissait que en ce qui concerne les hydrocarbures ou même le secteur gazier, eh ben, il manque franchement encore des ressources humaines de qualité, c'est-à-dire des gens qui peuvent parfois discuter de manière tout à fait en tant qu'experts avec ceux qui ont une longueur d'avance sur eux sur ces questions. Et il est question aussi justement donc pour l'État congolais de pouvoir remettre ces conventions au bout du jour, pour voir s'il y a quelque chose à gagner parce que on ne peut pas bénéficier des 10 types de catégories d'impôts
au nom des conventions fiscales signées avec des pays qui sont du ressort des CCC majors, qu'il s'agisse de Total ou alors de la société Eni Congo. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. Et qu'en sais-je encore? À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.